C'est pas correct. C'est pas correct. Alors ce soir, donc, Violaine Lucas, qui ne vient pas très loin puisqu'elle est enseignante à Saint-Nazaire, dans un lycée, une cité scolaire publique de Saint-Nazaire, en lycée, prof de lettres. Alors à l'instant, elle a terminé tout à l'heure, un peu rapidement, la présentation de la clause de l'européenne la plus favorisée, dont on va longuement parler, hein, qui est le meilleur de l'Europe pour les femmes, mais on a vu que subsistait une ou deux fautes de frappe, que j'appelle de frappe. Donc on les corrigera en direct. Ça va être un jeu. C'est pour retenir votre attention. C'est un peu comme un jeu. Alors avant, peut-être pour commencer, même si certaines et certains d'entre vous connaissent l'association, quand même un mot sur Choisir la cause des femmes, qui a été fondée par l'avocate Gisèle Halimi, qui est décédée à l'été 2020. Hein. Et peut-être nous dire que vous nous racontiez à la fois ce qu'est l'association, ce qu'elle est pour vous, et puis la rencontre avec Gisèle Halimi, et quel poids on sent sur ses épaules. Est-ce qu'on sent un poids quand on succède à une figure comme Gisèle Halimi, même si elle n'est pas encore au Panthéon? Alors, merci beaucoup d'abord de votre invitation. Je suis ravie de voir autant de monde. C'est vraiment un honneur de pouvoir parler de notre travail devant autant de personnes rassemblées. Et donc, avec un peu d'émotion parce que j'ai débuté ici à la Chapelle-sur-Erdre, j'étais prof à la Coutancière. J'étais à mi-temps à la Coutancière et à mi-temps à Bellevue. Donc je passais d'un univers à l'autre. Mais voilà, c'était intéressant et déjà très accueillant. Donc merci Franck. Et donc pour en venir à mon engagement, c'est justement en tant que professeur de lettres que j'ai rencontré Gisèle Halimi en 2003. Elle est venue dans ma classe rencontrer des élèves de sciences médico-sociales que j'avais, dont une qui venait d'ex-Yougoslavie, sa famille était arrivée d'ex-Yougoslavie. Et cette jeune fille voulait travailler... Oui, vous voulez que je prenne... C'est pas... Moi, ça va peut-être être plus pratique, parce que je... Merci beaucoup. Super. Merci. Donc oui, en 2003, j'avais une élève de première sciences médico-sociales qui s'intéressait à la question de l'IVG. Et donc parce qu'elle venait d'ex-Yougoslavie, avec sa famille, qui était arrivée quelques années auparavant, et que la question, certainement, des viols ethniques était à l'origine de cette interrogation. Elle voulait qu'on parle d'IVG, etc. Et donc une amie m'avait conseillé de leur faire lire les livres autobiographiques de Gisèle Halimi, parce qu'on devait faire ça, l'autobiographie au programme. Et elle m'a dit, tu peux inviter Gisèle Halimi, elle se déplace volontiers, etc. Donc j'en ai parlé à mes élèves, les élèves étaient enchantés, et se sont dit, on va lui écrire, on a lu tous vos livres et on serait ravis de vous rencontrer. Je dis, si elle vient, vous lisez tous ses livres. L'argument pédagogique, parfait. De poids. Et donc on a vu arriver Gisèle Halimi dans l'amphi, on avait préparé tout ça, les élèves avaient préparé les questions, etc., puisqu'elle a accepté de venir. Et donc j'ai rencontré cette femme que moi je connaissais moins par son combat féministe que par son combat anticolonial et décolonial. Parce qu'en fait, dans ma belle famille, on m'avait beaucoup parlé de la guerre d'Algérie et des traumatismes que la guerre d'Algérie avait créés chez les gens qui étaient partis, et notamment pour mon beau-père, qui était contre cette guerre et pour l'indépendance de l'Algérie, mais qui avait dû la faire et qui avait connu toutes les horreurs de cette guerre. Le personnage de Gisèle Halimi était pour lui quelqu'un d'extrêmement emblématique. Et donc, je pense que choisir la cause des femmes, j'ai commencé à travailler avec Gisèle à partir de 2003, en fait, c'était le minimum que je puisse faire, comme elle était venue au lycée. Est-ce que les élèves avaient vraiment lu les livres? Je pense. Je pense. Ils ne s'attendaient pas à la rencontrer, à avoir une telle personnalité comme ça. Gisèle Halimi est née en 27, donc moi j'avais 33 ans et elle avait 76 ans. Elle avait 76 ans, ils ont vu arriver dans l'amphi quelqu'un qui bondissait et qui a grimpé comme ça dans l'amphi, là, sur l'estrade, et ils ont été complètement bluffés par la jeunesse
et l'enthousiasme de cette femme. Et donc choisir la cause des femmes, je pense qu'en amont, il y a ce que je vous disais donc précédemment, il y a tout le combat anticolonial de Gisèle Halimi, qui reste pour nous le premier échange que j'ai eu avec Gisèle Halimi quand je suis la chercher à son hôtel et que je l'ai ramenée au lycée. Je lui ai parlé de Portrait du colonisé, Portrait du colonisateur de Mémy, qui était un des livres que j'avais lu, et je lui ai dit, pour moi, la violence coloniale, c'est la même chose que la violence patriarcale ou machiste, et elle me dit, c'est exactement la même chose. Et il y avait vraiment, en fait, c'était comme je sais pas comment dire, un pacte, non, en tout cas une reconnaissance réciproque, on était d'accord, on parlait bien de la même chose. Le patriarcat, le colonialisme sont les mêmes formes de violence. Et donc derrière, je pense pour nous, dans la création de Choisir la cause des femmes, il y a ce moment, c'est Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir qui créent ensemble l'association, et elles se sont rencontrées en 1960 au moment de l'affaire Djamila Boupacha, qui est cette jeune personne qui fait partie du FLN, qui milite, qui est une indépendantiste algérienne et qui va être arrêtée par la police et violée par des soldats français, et que Gisèle va défendre lors de son procès, en fait, en dénonçant le viol dont elle a été victime. Et puis l'association, en fait, Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi se rencontrent à ce moment-là, puisque Simone de Beauvoir fait un article dans Le Monde pour dénoncer le viol de Djamila Boupacha, et elles se retrouvent, ou elles continuent en tout cas à se voir, mais en 71, il y a le manifeste des 343 femmes qui déclarent s'être faites avorter, qui est rédigé par Simone de Beauvoir, et Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi et d'autres vont collecter les signatures pour pouvoir faire ce manifeste qui sera publié dans le Nouvel Observateur, et qui est donc le manifeste des 343, repris par Charlie Hebdo, etc. Enfin, on connaît les anecdotes autour. Voilà. Juste une précision, puisqu'on va beaucoup parler d'égalité homme-femme, il y a aussi deux messieurs à la création de Choisir. Qui sont, alors, je pris des notes, il y a Jean Rostand, le biologiste et académicien, et puis il y a le grand médecin Jacques Monod, qui a été prix Nobel de médecine. Et est-ce que vous en avez discuté avec elle? Est-ce que c'est une volonté de sa part d'avoir des hommes aussi au départ? Oui, puis parce qu'en fait, dans l'idée, c'était de réfléchir et de s'interroger sur les enjeux de qu'est-ce que c'est que donner la vie. Donc il fallait réfléchir à ça, à ces questions-là. C'est des questions qui accompagnent Gisèle depuis toujours, en fait, puisque dans le procès de Bobigny qui va avoir lieu ensuite, les questions qui sont posées derrière, c'est comment est-ce qu'on apprend, comment on parle d'éducation sexuelle, comment est-ce qu'on éduque la jeunesse à ça, au respect de l'autre, qu'est-ce que c'est que faire des enfants, donc comme je le disais, quel enjeu ça couvre, et puis comment les femmes peuvent choisir, parce qu'à l'époque, on ne peut pas choisir de donner la vie nécessairement. Donc il y a ce manifeste, et donc des femmes vont signer, des femmes célèbres vont signer pour dire qu'elles se sont faites avorter ou qu'elles ont aidé des femmes à avorter. Catherine Deneuve, Delphine Seyrig, il y en a beaucoup d'autres qui vont signer ça, Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi. Elles signent ce manifeste, elles ne sont pas inquiétées par la justice parce qu'elles sont très connues, mais les femmes qui ne sont pas très connues, elles vont être inquiétées par la justice et donc choisir se créer à l'initiative de Gisèle pour défendre les femmes qui seraient inquiétées par la police parce qu'elles ont signé ce manifeste. En 1972, Marie-Claire Chevalier, qui est cette jeune femme qui s'est fait violer et qui a eu recours à un avortement avec l'aide de sa mère et de ses collègues de travail, vient voir Gisèle Halimi, accepte avec Gisèle Halimi de faire un procès médiatique, qui est l'image, alors je vous ai amené des cartes, donc avec la citation de ce que dit Gisèle, une des phrases de sa plaidoirie au moment du procès de Bobigny, où en fait elle va faire un vrai procès de rupture, où elle va dire, en fait, cette jeune femme a décidé qu'elle voulait avorter, et elle revendique son geste. Elle a le droit de choisir de donner la vie. Donc elle assume cette position-là, sa mère et les collègues de sa mère aussi, et le jugement se tient, le procès se tient avec tout un mouvement féministe qui est mobilisé à l'extérieur du tribunal et qui se fait entendre. À la suite du manifeste des 343, le sujet est devenu un vrai sujet de société dont tout le monde parle, dont les médias de l'époque parlent. Et dans ce contexte-là, Gisèle Halimi va parler, comme elle le disait elle-même, au-dessus de la tête des juges à toute la société française pour dire est-ce qu'une femme
peut aujourd'hui en France avoir le droit de choisir de donner la vie ou non? Où est-ce qu'on va discuter de ces questions-là? C'est ce qu'elle propose de faire, et c'est ce que la société française à l'époque fait, et commence à se poser la question de savoir, ben oui, est-ce qu'on peut choisir? Comment est-ce qu'on fait pour accéder à une éducation sexuelle, à une contraception? Et quand en cas d'échec de la contraception, comme le dit Choisir, notre association, avoir recours à un avortement libre et gratuit et sûr. Parce qu'à l'époque, on meurt d'avortement clandestin, où on se retrouve dans des difficultés énormes. Donc en 72, il y a le procès de Bobigny, c'est une victoire, et ça va permettre la légalisation de l'IVG en 1975 avec la loi Veil. En 1978, c'est le procès d'Aix, pendant lequel Gisèle va parvenir à recriminaliser le viol. À l'époque, le viol est traité comme un délit. Et là, elle va dénoncer le fait que ce soit traité comme un délit pour recriminaliser le viol, et celui-ci sera dorénavant tout le temps jugé en cour d'assises. En 1979, c'est la première élection au Parlement européen au suffrage universel direct, et c'est là que Gisèle, pour la première fois, se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que l'Union européenne soit une chance pour les femmes, et c'est là qu'elle se dit il faut prendre les meilleures lois qui existent dans l'Union européenne, dans chacun des pays de l'Union, dans tous les domaines de la vie des femmes. Elle y ajoute il faudrait abolir la peine de mort également, parce que dans une société féministe avec des droits avancés pour une femme, on ne peut pas envisager de continuer à trancher la tête des individus quand ils ont commis un crime. La peine de mort n'est pas tolérable. Elle prévoit ça, et elle prévoit aussi que ce sera que le meilleur des femmes pour l'Europe, ça ne peut être que dans un monde durable. Donc il y a aussi une idée écologique. C'est-à-dire que sa vision à Gisèle Halimi en 1979 de l'Europe, c'est qu'il faut que ce soit une chance pour les femmes dans laquelle on ait aboli la peine de mort et où on pensera écologiquement le monde. Donc en fait, je lui avais dit, Gisèle me dit, mais en fait vous étiez un peu visionnaire quand même, parce que sur même le coup de l'écologie, etc. Et en fait elle faisait rire et elle disait non mais pas du tout, pas du tout. Alors c'est vrai que le rapport Mido n'avait que 7 ans, mais en fait cette question-là était quand même très présente pour elle, et elle était amie avec l'écoféministe, comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom, ça me reviendra, vous la connaissez je suis sûre, la créatrice de l'écoféminisme en France, Françoise Daubonne. Françoise Daubonne, qui est la première à théoriser l'écoféminisme, est une amie de Gisèle Halimi, elle fait partie des signataires des 343. Donc voilà. Alors, l'abolition de la peine de mort va arriver après, en 81, et deviendra une condition sine qua non pour l'adhésion des pays à l'Union européenne. Donc voilà, pardon, je vais aller plus vite peut-être. 81. Est-ce que, juste, quand il y a cette affirmation de 79, avant les premières élections européennes au suffrage direct, est-ce qu'il y a déjà des soubassements sociaux qui, derrière son raisonnement, enfin sur l'égalité justement, et enfin souligner les inégalités entre les hommes et les femmes dans le travail, dans l'accès aux postes à responsabilité, etc. Oui, puisque ça rentre dans le traité de Rome en 57, où il y a l'égalité femmes-hommes qui doit être une des données importantes de l'Union européenne. Et après, il va y avoir une foule de directives. Non, mais chez Gisèle Halimi, est-ce que pour elle, déjà, ces inégalités-là, elles sont présentes dans son discours? La vision sociale, Oui. Vous voulez dire? Oui. Oui. Oui, je pense qu'il y a ça depuis toujours. En fait, elle a son expérience à elle. Quand elle a à la fois très tôt dans son enfance une conscience de genre, parce qu'elle se rend bien compte que comme petite fille, elle est maltraitée dans la famille par rapport aux frères, elle n'a pas les mêmes droits. Elle a une conscience de classe parce qu'elle appartient à un milieu très pauvre, et qu'elle voit bien les différences sociales, les inégalités sociales, elle est très attentive. Elle naît en Tunisie, ouais, colonisée, elle est donc dans une famille juive tunisienne, avec, voilà, elle est dans la plus grande pauvreté à l'intérieur de la colonie tunisienne, et elle a cette grande conscience de classe, et puis elle va avoir cette conscience de race quand elle va arriver à Paris, et qu'elle va découvrir qu'en fait elle est soit la youpine, soit l'arabe, quoi. Ah. Voilà. Donc elle va découvrir ce racisme-là. Donc et la conscience de classe, ça, elle l'a toujours. Elle est membre fondatrice d'Attaque, mais je pense que c'est très tôt. Elle sait que c'est insupportable les inégalités sociales.
Ensuite, en 81, elle est devenue députée pour quelques années. Elle présidera le rapport sur la dépénalisation. Elle sera la rapportrice du rapport sur la dépénalisation de l'homosexualité. En 2000, Choisir travaille à la loi sur la parité. En 2005, c'est le rejet du traité constitutionnel, enfin du traité instituant une constitution pour l'Europe. Gisèle est partisane du non, parce qu'à l'époque, on nous vend une Europe qui est surtout privatrice de droits sociaux, privatrice de droits économiques, etc. Et c'est un peu là, à ce moment-là, où on s'est rencontrés 2 ans auparavant, qu'elle dit « mais je ne suis pas eurosceptique, je crois en l'Europe, c'est pas parce que je vote non au TCE que je ne crois pas en l'Europe ». Et elle dit d'ailleurs, j'avais eu en 79 une idée, elle me dit, vous voulez qu'on y travaille? Et c'est là qu'on commence à travailler à la clause de l'européenne la plus favorisée. On publie en 2008 notre analyse comparée de la clause de l'européenne la plus favorisée. On fait un colloque avec la présidence française de l'Union européenne, on a le label, et on réunit des féministes d'un peu partout dans l'Europe pour essayer de discuter sur les grands 5 thèmes de notre clause. Et puis, depuis début 2021, après la disparition de Gisèle en juillet 2020, on avait continué à travailler à la clause, mais en 2021, on s'est dit qu'un des grands projets, ça devait être la réactualisation de notre clause, travailler sur nos archives, parce qu'on a des archives qui sont absolument impressionnantes, et travailler la mémoire des combats de Gisèle Halimi. Donc voilà, ça c'est l'histoire de choisir. Et est-ce que le poids de Gisèle Halimi se fait sentir? Alors, en fait, moi, je sens pas tellement un poids. Je sens plutôt quelque chose qui est plutôt quelque chose qui donne de la force et qui est sur lequel on peut s'appuyer et sur lequel on peut compter. Parce que ce que Gisèle communiquait, c'était un enthousiasme délirant. Enfin, c'était quelqu'un qui avait une force de vie et une joie, même si elle était profondément révoltée, elle avait une très grande lucidité sur les inégalités, sur plein de choses, mais elle communiquait surtout une énergie folle, et elle disait même dans les moments où elle était un peu désespérée ou triste, elle disait en fait la seule chose qui me donne envie de me lever, c'est de poursuivre mon engagement. Et ça, l'engagement, c'était quelque chose qui n'est jamais un poids, enfin, en réalité, qui est quelque chose qui donne énormément d'espace à l'intérieur de soi et qui rend très heureux. Donc, alors, très heureuse. La clause oui. De l'européenne la plus favorisée. Oui. Qu'est-ce qu'elle est? Au départ, l'idée, si vous deviez la résumer en 2 phrases. Eh bien, ça serait le meilleur de ce qui existe dans l'UE pour les femmes et les personnes LGBTQI. Voilà, donc là... En 1979, il n'y avait pas LGBTQI. Non, mais il y avait quand même pour autant, c'est pas parce qu'il n'y avait pas les initiales qu'il n'y avait ni personne lesbienne, ni gay, ni bisexuel, ni trans, ni queer, mais ça s'appelait pas comme ça, et ni intersexe. Il y avait toutes ces personnes et toutes ces orientations sexuelles existaient. La personne du Procédex, les 2 personnes qui sont dans le Procédex qui ont été victimes de viol, est un couple de femmes homosexuelles. Et cette question est là, et ça serait d'une très grande hypocrisie de dire que la cause LGBTQI est arrivée là depuis 10 ans avec le wokisme et le je sais pas quoi. Hein. Ça serait complètement délirant et contraire à toutes nos connaissances de la réalité. Donc en fait, le principe il est très simple. On prend les meilleures lois qui existent dans l'Union européenne, dans tous les domaines de la vie des femmes. Alors, on avait mis je vous donne les titres tels qu'ils sont dans le livre qu'on a publié en 2008. Ça, c'est la version abrégée en anglais. Le livre de 2008 est beaucoup plus épais. Les thèmes, c'était choisir de donner la vie, l'éducation sexuelle, la contraception et l'avortement. La famille, avec la question, je me souviens très bien, c'est Gisèle qui l'a posée, est-ce que la famille c'est un havre affectif ou un piège pour les femmes? Ça l'amusait beaucoup. Elle qui était entourée d'un mari et de 3 fils. Violence, femmes battues, femmes violées, femmes prostituées. Le travail, l'indépendance économique des femmes, parce que c'est le socle de toutes les libertés. Et la politique, quelle démocratie pour les femmes. Donc voilà, c'était les 5 champs qui sont censés, pour nous, couvrir complètement en fait, la vie des femmes. Et si on arrive à trouver ce qui se fait de mieux dans tous les pays de l'Union européenne, dans tous ces domaines-là, et qu'on décide que l'Union européenne, dans toute sa puissance, installe et instaure une directive, mieux, un règlement, qui s'impose à tous les États, youpi, c'est le plus beau des programmes politiques du monde. Alors, mais très concrètement, comment avez-vous travaillé au départ, en 2008, quand vous mettez vraiment
Alors, mettez à la tâche. Ouais, alors quand on se met à la tâche, il faut bien se représenter donc que nous sommes à l'époque 3, en fait, Gisèle Halimi, il doit y avoir une autre amie, Clotilde et moi, et on se lance comme ça un peu dans le truc en regardant sur Internet, mais c'est pas l'Internet d'aujourd'hui, c'était il y a 18 ans. On a commencé en 2005, ouais, c'était il y a 18 ans. Et petit à petit, on a plein de gens qui écrivent, des femmes qui nous écrivent oh, « J'aimerais bien rentrer dans Choisir, j'aimerais bien travailler avec vous. » Et donc, Gisèle me dit bah, faut y aller, il faut faire une équipe. Donc, je crée une équipe avec des militantes qui sont alors syndicalistes, il y a pas mal de juristes, parce que Gisèle attire évidemment des gens qui ont plutôt avocates, juristes, etc. Mais c'est aussi des femmes qui viennent d'horizons différents. Il y a une plasticienne, il y a une personne qui travaille dans un cabinet politique, il y a voilà, un petit peu tous les horizons. Et on se met à travailler en se disant bon, bah, on va regarder sur Internet ce qu'il y a, on va essayer de fouiller, découvrir. Je ne sais pas comment vous feriez là, vous dites tiens, allez, j'ai décidé que j'harmonise par le haut les droits des femmes dans l'Union européenne. Vous commencez par quoi ? En fait, c'est si vous décidiez là de prendre le meilleur de l'Europe pour les femmes et que vous vous mettez demain au travail en atelier, vous organisez comment vous faites. C'est exactement ça. On ne veut jamais et à aucun moment, et on insiste beaucoup, et Gisèle insiste toujours sur ça, on est toutes bénévoles et on n'est pas particulièrement expertes. Par contre, on est toutes concernées par la loi. Et les lois, à 75%, sont de l'application de directives européennes. Donc on le découvre, on n'est pas forcément... Là, tout à l'heure, je vais vous faire le quiz des capitales européennes. Je suis sûre que vous n'êtes pas forcément tous au taquet sur toute la géographie de l'Union européenne. C'est peut-être pas évident. Donc, il est possible que vous ne soyez pas tout à fait au point non plus sur le droit européen, que le Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Europe, le Conseil européen, le Conseil des ministres de l'Europe, de machin, etc., ça vous dise rien du tout. Donc, moi, 35 ans, je me suis acheté un livre, je me suis amusée sur mon temps libre à acheter un livre de droit européen. Je trouvais ça rigolo. Enfin, je me disais, tiens, allons voir ce que c'est. Non, parce que les gens après votent, mais ils savent plus trop bien pourquoi ils votent, mais voilà. Donc du coup, c'est vous, là, le café citoyen Chapelain, très bel objectif, vous vous emparez du droit européen et vous dites, à partir de maintenant, on prend les meilleures lois dans un domaine donné qui existe dans l'Union européenne, on se dit, bah allons-y, appliquons-le. Et là, quelqu'un vous objectera, oui, mais c'est pas... comment ils disent, c'est pas les compétences européennes, ça, vous pouvez pas décider de ça, parce que ça vous regarde pas. Oui, mais la peine de mort qui a été abolie, nécessité impérieuse, et condition sine qua non pour entrer dans l'Union européenne, tous les pays ont été obligés d'abolir. Et qui voudrait rentrer dans notre Union européenne devrait abolir. Aux États-Unis, ils n'ont pas fait ça. Donc, on peut faire quand on a envie, il faut simplement que les citoyens et citoyennes, il y a l'initiative citoyenne européenne, c'est quand des citoyens se décident à signer quelque chose, ben, là on prend le chose un petit peu en amont et on se dit ok, on y va, on le construit. Alors ça donnait des choses et des scènes amusantes, mais on a commencé donc à fouiller, chacune, parce qu'il n'y a que des filles, que des femmes, chacune va fouiller dans un petit peu les sources qu'on peut essayer d'imaginer ou de trouver, en essayant de se dire, bah là, il y a une loi qui a l'air pas mal, là, ça a l'air, etc. Et puis Gisèle, dans chaque réunion, toutes les 2 semaines, on a une réunion à Paris, où on est autour de Gisèle, là, dans la salle d'attente de son cabinet d'avocat, et on passe en revue, alors qu'est-ce que vous avez trouvé comme info? On a créé des équipes. Au début, on se demandait est-ce qu'il faut créer des équipes par pays? Vous feriez comment? Ou des équipes par thème? Alors bon, par thème, mais du coup ça oblige à aller faire les 20, alors à l'époque 25, puis 26, 27 pays. Donc c'est un peu compliqué, comment on fait? Qui parle anglais? Ben no one. Donc ben, c'est compliqué. Donc mais des questions assez évidentes, si on veut construire une Union européenne, d'accord? Comment on leur parle à nos concitoyens européens? Dans quelle langue? Donc on baragouine anglais, parce que l'anglais évidemment c'est... Voilà. Et on va faire comme ça, donc on va chercher un petit peu des lois et puis on fait un livre qui est à l'image de ce qu'un collectif citoyen peut faire quand il essaye de produire une œuvre. C'est pas un truc de droit comparé avec des juristes éminents, c'est un truc, voilà, c'est un truc, plus qu'une vraie étude, mais c'est plein de bonne volonté. Et dans le même temps, parce que Gisèle a quand même un peu d'expertise dans le domaine, pendant qu'on est en train de se torturer à essayer de trouver... des informations, Gisèle dit il faut qu'on aille porter notre clause un peu partout dans l'Union européenne, donc on découvre les institutions européennes, on se dit tiens on va aller au Parlement européen, on va aller voir les différents chefs de groupe des partis politiques, des chefs des groupes
politiques du Parlement européen. Et donc on va aller les rencontrer pour leur dire qu'est-ce que vous pensez de notre idée. Et on va faire la même chose pour des commissaires européens. Et donc voilà, on trouve des secrétaires qui parlent français autour de tous ces gens. Et on s'est dit, pourvu qu'ils ne parlent pas trop anglais, pas trop vite et qu'ils parlent tous français, comme c'est pas le cas, on se retrouve dans des situations où on n'est pas sûr de comprendre. Enfin voilà. Et donc on en arrive à faire ce livre. Ben, l'accueil, il est... Alors je ne sais pas si c'est lié à la personnalité de Gisèle Halimi, parce que quand vous avez... Moi c'était fabuleux de travailler pour elle, parce que je téléphonais à tel endroit, tel ministère, etc. Il disait bonjour, je vous téléphone de la part de Gisèle Halimi, elle voudrait un rendez-vous avec monsieur le ministre de je sais pas quoi. Et là on me dit oui, alors demain. Oui, bien sûr, demain. D'abord, alors il y a cet effet Gisèle Halimi, qui fait que voilà, un jour on attendait un rendez-vous. Si je suis trop bavarde, il faut me dire. Non, allez-y. On était en train d'attendre un rendez-vous avec le ministre du. Enfin non, avec un conseiller diplomatique, ça devait être de Kouchner, je pense à l'époque, parce que c'était sous Sarkozy, en 2007 ou 2008, quelque chose comme ça. Et on attendait, il y avait un monsieur, et en fait on a été arrêté par un monsieur qui voulait dire son admiration profonde pour le combat de Gisèle Halimi en Algérie, etc. Et je crois que c'était Jean-David Lévite, le monsieur, qui était un personnage, voilà, enfin, et donc c'était comme ça, quoi, donc il y a l'effet Gisèle Halimi déjà qui fait que déjà les gens disent oui, avec un peu de terreur, parce qu'elle pouvait être un peu terrifiante. Et puis par ailleurs, il y a que l'idée est quand même hyper bonne. Hein. On a rencontré une conseillère de Marlène Schiappa. Je ne voudrais pas tomber dans l'anecdote non plus, ou le truc rigolo, mais on est tombé sur une assistante de Marlène Schiappa qui nous dit, qui nous écoute pendant 1 heure expliquer ça, etc. Et elle fait faire son cahier à la fin et dit « Ouais, ok, c'est pas non plus l'idée du siècle, hein, votre truc. » Bah si, elle est quand même très très bonne, non, comme idée, enfin moi je trouve. C'est-à-dire que se dire qu'on va prendre les meilleures lois pour défendre l'émancipation des femmes dans l'Union européenne, je trouve ça vraiment très très bon comme principe. On cherche à le faire pour le reste, en fait, sur les travailleurs, sur les... Voilà, on pourrait faire un SMIC européen, c'est pas délirant comme idée, c'est au contraire très bon comme idée, en fait, se dire, c'est une chance, allons-y, faisons un truc positif, donc c'est un bon accueil. Et effectivement, les gens qui nous reçoivent, à part oui, il y a des partis pour lesquels ça leur semble beaucoup moins intéressant, le Parti populaire européen, PPE, ils sont pas très partants sur l'idée. Mais concrètement, l'idée, nous, quand on fait notre étude comparée, on publie le livre, on fait le colloque, et on va voir les partis politiques en France, et on leur dit, voilà, prochaine élection européenne, est-ce que vous prenez la clause ? Et tout le monde nous dit, tout le monde à l'époque c'est le parti de gauche, jusqu'à l'UDF, à l'époque, tout le monde nous dit oui, à part le Parti socialiste qui attendra 5 ans avant de nous dire oui, mais tous les autres disent oui, très bien, et ils inscrivent la clause de l'européenne la plus favorisée dans leur programme. C'est vrai que ça fait une ligne bien pensée, etc. Bon, après ils y touchent plus, mais c'est écrit quelque part. Ils disent oui, bien sûr, oui, nous avons ça dans notre... Alors, quels sont les contenus de cette clause? Allons-y, c'est sérieux un peu parce que... Alors, hop. Et puis, peut-être préciser dès maintenant qu'il y a cette base de 2008, et puis il y a un travail qui est en cours et une tournée européenne toute récente, pour actualiser. Exactement. Donc en 2008, quand on sort l'étude, on publie dans le même temps un article dans le Monde diplomatique où on explique avec Barbara Villain le meilleur de l'Europe pour les femmes. C'est le titre que Gisèle donne à son introduction. Et on a une petite cartographie dans laquelle, alors vous ne la voyez pas de loin, mais je vous invite à vous reporter à l'article de mai 2008 dans le Monde diplomatique, où on a les meilleures lois et pour quelles raisons on a choisi ces lois-là dans ces différents pays. Nous, on fait une proposition. C'est évident que 12 femmes bénévoles qui ne parlent pas bien anglais et qui font une analyse de droit comparé en disant les meilleures lois c'est ça, évidemment, il faut le vérifier. Et 2, c'est au débat démocratique et au Parlement européen de définir ce qui est le meilleur de l'Europe pour les femmes. C'est pas nous à 12 qui avons décidé ça.
Et donc, on fait des propositions, et par exemple, on dit la loi espagnole de lutte contre les violences faites aux femmes, elle est excellente, il faudrait avoir la même un peu partout. Voilà, c'est un exemple très concret. Pourquoi ? Parce que c'est une approche globale du continuum des violences que subissent les femmes, et que donc il faut se donner les moyens financiers, que donc il faut une approche interministérielle avec tous les ministères qui sont formés pour des juridictions spécialisées, et qu'il faut prévenir, qu'il faut guérir les femmes victimes de violences, les soigner, etc., leur apporter du soin, et puis essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Donc on choisit comme ça un certain nombre de lois, celles sur choisir de donner la vie, l'éducation sexuelle, la contraception, elles sont plutôt au nord de l'Europe. Voilà, c'est comme ça qu'on détermine notre ensemble. Et puis surtout, dans la deuxième partie du livre, il y avait des interviews d'une personnalité féministe et d'une personne élue de chacun des pays de l'Union européenne qui vient dire si ça marche effectivement, la loi. Si on a trouvé une bonne loi, on va vérifier qu'elle est effective et que ça se passe bien, parce qu'il peut y avoir de très bons textes de loi qui en réalité sont jamais appliqués. Exemple, en France, on a une très très bonne loi sur l'éducation sexuelle qui oblige chaque enfant à recevoir 3 séances d'information, d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle par an de la maternelle à ses 18 ans, et quand vous interrogez autour de vous, il n'y a personne qui a reçu ces 3 séances par an, etc. Donc, s'assurer que la loi est effective. Et ensuite, voilà, une fois qu'on a fait ce travail-là comparatif, on s'est dit que l'étude de 2008 avait vécu et qu'il fallait que... C'est un petit peu un concours de circonstances, mais on a une stagiaire qui est arrivée à choisir. En fait, depuis 2021, on reçoit plein de demandes de stages et on s'est dit, bah tiens, ça pourrait être intéressant, beaucoup notamment de jeunes filles qui font des études de droit européen. Et donc là, Manon nous rejoint, elle a 21 ans, et moi je discute avec elle, il se trouve qu'elle habite à Pornic, et elle me parle, on se dit elle va faire un stage un peu Covid, quoi, en fait, derrière son ordinateur, elle va réactualiser la clause pour nous, parce qu'on n'a pas le temps, parce que, etc. Et en fait, je discute avec elle, et il se trouve que Manon a fait son Erasmus en Estonie. Vous voyez l'Estonie, donc l'Estonie, en violet près du rose. Elle a fait son Erasmus là et elle se passionne pour le groupe de Visegrad. Hein? Donc le groupe de Visegrad, vous êtes comme moi, ah oui d'accord, qu'est-ce que c'est le groupe de Visegrad? Donc c'est au moment de la chute du mur de Berlin et de l'effondrement du communisme, la Tchécoslovaquie, la Pologne et la Hongrie qui se réunissent avec Václav Havel, Lech Walesa, pour se coopérer tous les trois, qui allaient devenir 4, tous les 3, entre les 2 blocs, en fait, pour essayer de s'extraire un peu tout ça et de prendre un peu d'autonomie. Et qui est réactivé, ce groupe de Visegrad, en 2015, dans un tout autre contexte, puisque cette fois-ci, c'est les régimes illibéraux, Pologne et Hongrie notamment, qui veulent absolument lutter contre l'arrivée prévue des migrants et que souhaite l'Union européenne. Eux, ils ne veulent pas de migrants, et c'est vraiment l'extrême droite qui dirige ces pays-là, qui réactive ce groupe de Visegrad. Et elle connaît très bien ça. Et c'est super intéressant de discuter avec elle des mentalités de ces pays dont les frontières sont souvent demeurées fermées, d'abord dans l'époque soviétique, et puis là, qui veut rester repliée sur elle-même face à l'arrivée des migrants. Et elle explique, je me dis, mais effectivement, notre clause, en fait, elle ne peut pas du tout être comprise dans des pays, peut-être, où on voit une telle réaction. Où dans ces systèmes illibéraux, il y a de l'homophobie, il y a des reculs manifestes des droits des femmes, etc. etc. Donc, je me dis, mais en fait, son stage Covid, un peu derrière son ordinateur, pourrait se transformer en un stage où on irait voir sur place comment les choses se passent. Et donc, on décide de partir, parce que moi, c'est les vacances d'été, les fameuses vacances des professeurs, et que je vais donc avoir un peu de temps, et en fait, on va passer 5 semaines à se promener en train dans l'Union européenne à la rencontre de toutes les associations féministes qu'on peut contacter. Et pour ce faire, on contacte les ambassades des différents pays. Alors on a aussi d'autres éléments, c'est la guerre en Ukraine et le fait que des femmes victimes de viols de guerre arrivent en Pologne et ne peuvent pas se faire avorter
parce que là, il apparaît à la face du monde entier que c'est impossible d'avorter en Pologne, que c'est compliqué, que c'est de plus en plus compliqué, et donc là, on ne peut plus faire autrement que de le dire, que ça n'est plus possible. Enfin, et donc on se dit, mais il faut qu'on mesure si notre clause est vraiment intéressante dans ces pays-là, ou si c'est une lubie de femmes de l'Ouest qui veut imposer ses modes de vie, etc. Alors que notre idée n'est pas ça, notre idée est d'écouter ce qui te fait de bien. Donc on va aller dans ces pays-là en disant, qu'est-ce que vous faites bien pour vous, de quoi vous, association féministe, vous êtes contente dans votre pays parce que vous trouvez que ce sont des bonnes lois qui sont bien appliquées, qu'est-ce que vous trouvez qui est moins bon, etc. Donc on jette nos lignes, entre guillemets, dans les ambassades, parce qu'il existe en France un programme qui s'appelle la diplomatie féministe, que nous avons calqué sur le modèle suédois. La diplomatie féministe, c'est une ligne obligatoire dans les ambassades, dans la diplomatie, qui fait que les ambassades dans les différents pays doivent promouvoir et aider les associations féministes. Ils appellent ça diplomatie féministe. Et donc, eh bien, étant donné que maintenant il y a un référent égalité par ambassade, ces diplomates vont nous répondre, et donc on attend de voir qui nous répond. Et donc en premier, c'est la Croatie qui nous a répondu, et on a créé notre parcours comme ça. Donc nous sommes allés en Croatie, en Slovénie, en Autriche, en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie, puis en Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie, Finlande, Suède, puis République tchèque et Irlande, puis Danemark. Là c'était la semaine dernière, et c'était Annan Rubilla et Manon Kerivel, donc notre stagiaire devenue bénévole à choisir et membre du bureau, elle est restée, qui est maintenant en Erasmus en Allemagne. Et donc en fait ça donne un truc complètement passionnant et enthousiasmant, parce que, et puis voilà, maintenant elle a 21 ans, donc moi j'ai 30 ans de plus qu'elle, et nos discussions comme ça, de générations différentes, moi avec mon féminisme marqué, elle avec sa truc européen marqué, ça donne un échange extrêmement vivant, extrêmement intéressant, et par contre c'est bouleversant comme voyage aussi, parce qu'on voit bien toute cette frontière avec le conflit avec l'Ukraine, avec la Russie, etc. Et on voit en vrai les difficultés auxquelles les femmes sont exposées. Et autant il y a quelques pays dans lesquels c'est bien, autant il y a des pays dans lesquels c'est réellement, profondément, même tragique, ce qui se passe. Alors si vous deviez décerner des bons points, enfin, ou en tout cas les lois les plus avancées aujourd'hui, dont on pourrait nous s'inspirer en France, parce qu'on se prend souvent pour des modèles, mais ah non, on ne l'est peut-être pas du tout. Non. Alors déjà, on n'a pas fini de tout faire. Par contre, il faut qu'on termine au moins à distance pour les derniers pays, parce qu'on doit rendre notre manuscrit en français, et cette fois-ci en anglais, pour la fin mars. Donc une fois de plus, on est toutes bénévoles, et on fait tout ce travail bénévolement, et même la traduction, enfin il y a plein de trucs qui sont compliqués à faire, mais il faut qu'on finisse ça pour mars, et donc je vais vous dévoiler des résultats parcellaires, enfin c'est pas... et puis toujours, voilà... Mais alors l'Espagne reste toujours très avancée, on n'a même pas besoin d'y aller, en fait, parce que, en tout cas, ils ont une élection, je crois, à la fin de l'année, ou début 24, voilà, qui arrive. Alors on a l'impression que là c'est le feu d'artifice littéral féministe, parce qu'ils sont en train d'expérimenter et de mettre en œuvre, en tout cas, ils ont de l'avance, ils avaient de l'avance sur la loi globale, là, sur les violences faites aux femmes, mais ils sont en train de faire des avancées incroyables, notamment sur la notion de consentement, sur la transidentité, sur plein de secteurs. En fait, dans une autre slide, je vous dis un peu les choses qui se sont passées entre 2023 et 2008, et qui font que la carte que je vous ai montrée de 2008, elle est un peu métamorphosée par tout ce qui s'est passé. Alors j'ai mis que les grands trucs, les grandes dates, évidemment ça ne tient pas compte de ce qui se passe pour les 27 pays, mais des choses qui impactent quand même un peu. La première des choses dans les 15 ans de lutte, de crise et de victoire qui sont à conforter entre 2023 et 2008, quand on se dit qu'est-ce qui a changé en 15 ans, on se dit d'abord, d'un point de vue juridique, il y a en 2011 la Convention d'Istanbul. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est le Conseil de l'Europe qui a créé un texte conventionnel qui s'impose donc aux pays membres du Conseil de l'Europe
C'est 47 pays, c'est plus large que l'Union européenne. Ça s'impose, mais c'est pas... ils peuvent le ratifier, mais tous ne le ratifient pas. Tous les pays membres du Conseil de l'Europe. Cette convention d'Istanbul, c'est une convention qui lutte globalement contre les violences faites aux femmes. C'est une approche globale de ces questions-là, avec des choses très avancées. Et l'Espagne, elle applique littéralement la convention d'Istanbul. Elle s'inspire réellement de la convention d'Istanbul pour mettre en œuvre des tas de principes, avec derrière une volonté politique qui est exceptionnelle. C'est-à-dire c'est des moyens financiers qui sont 3 fois supérieurs à ce qu'on a en France pour une population qui est moindre. C'est des choses... Enfin, ils font ça vraiment avec une ferveur absolument incroyable, et donc d'un point de vue législatif, l'Espagne est hyper avancée sur ça. Dans les autres choses qui sont produites, en 2012, il y a un rapport du Parlement européen qui mesure l'impact de la crise de 2008 sur les femmes. Donc ça aussi, ça va faire des données, ça va faire des éléments qui vont nous permettre de comparer la situation dans les différents pays. En 2016, il y a des manifestations en faveur de l'avortement en Pologne qui ont, vous avez certainement dû voir les images, rassemblé des millions de personnes dans la rue avec leur parapluie. En 2018, le truc qui va vraiment aussi beaucoup métamorphoser tout, c'est MeToo, qui a une dimension mondiale, mais qui impacte aussi l'Union européenne. En 2018, c'est aussi l'année où l'IVG est rendu possible en Irlande. En 2019, je vous ai mis les choses en fait pour voir un peu le chaos que ça peut être en fait à l'échelle de l'Union européenne. En 2019, la Pologne crée le label des villes anti-idéologie LGBT. C'est-à-dire des villes dans lesquelles les personnes LGBT sont interdites. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est cette espèce de... Voilà, délirante. La crise sanitaire, évidemment, dans le crise sanitaire Covid en 2020 qui va avoir un impact sur... on va se rendre compte du rôle des femmes, du travail des femmes, où la fragilité économique va être encore plus violemment ressentie pour les femmes. C'est aussi l'année d'un nouveau recul pour l'IVG en Pologne qui devient vraiment tragique. En 2022, la guerre en Ukraine qui va impacter, comme je vous ai dit, parce qu'on voit à nouveau les viols de guerre et à nouveau... l'incapacité de l'Union européenne à accueillir des femmes violées, enfin l'incapacité à les avorter. Il y a les reculs aux États-Unis sur l'avortement. Il y a l'aggravation de la situation de l'IVG en Hongrie avec l'obligation pour les femmes qui veulent avorter d'écouter le battement de cœur du fœtus dont elles veulent avorter. C'est l'invention de la barbarie en fait, hein. C'est pour les femmes, adaptée à la procréation. C'est le procès de Justina et d'une façon générale la criminalisation et la répression du mouvement féministe en Europe, la répression des mouvements de pro-choix en Pologne et la violence policière dans ces mouvements-là. C'est un petit peu, je ne sais pas si vous avez vu devant l'ambassade à Paris, en France, dans l'ambassade d'Iran à Paris, les féministes gazées par la police, parce qu'il y a un rassemblement féministe pour soutenir les femmes en Iran et on leur administre de la violence policière. C'est des trucs un petit peu dingues qui émergent partout en Europe en fait. Et puis j'ai mis évidemment Femmes, Vie, Liberté en Iran. Donc dans tout ce qui se passe en 15 ans, plus je pense la communication, les visioconférences, le fait qu'avec la crise Covid on a pris 10 ans dans les usages numériques. Donc en fait, on a une capacité de dialoguer et d'entrer en interaction bien plus puissante qu'avant la crise Covid. Tous ces éléments-là, ça fait cette espèce de chaos, mais qu'on voit bien, hein, si vous ajoutez à ça les crises sanitaires, les crises climatiques, etc., on voit bien qu'il y a une espèce de précipitation de la situation et pour les femmes de réagir. Alors on a... dans les lois, on a eu des surprises, par exemple en Croatie, on leur demande c'est quoi pour vous les lois les plus avancées, alors qu'il y a des reculs très significatifs en Croatie, notamment sur l'IVG. Et en fait, la loi qu'on nous donne à la Maison des femmes de Zagreb, on nous dit non, c'est la loi sur la compensation des victimes de viols de guerre. Pour nous, la meilleure loi, c'est celle-là, celle dont nous sommes le plus fiers dans notre pays. Donc on n'avait pas pensé, nous, à inscrire dans notre chapitre violence une indemnisation pour les femmes et les hommes victimes de viols de guerre en Croatie pendant le conflit en ex-Yougoslavie. Et puis dans chaque pays, en Slovénie, le gouvernement... donc ça c'est aussi une des autres conclusions.
les droits des femmes sont toujours la variable d'ajustement, en fait. C'est à la fois une variable d'ajustement et aussi un marqueur de vitalité ou non démocratique. Et donc, plus un régime va vers l'extrême droite, va vers l'intégrisme religieux, catholique, plus les droits des femmes sont muselés. Il y a des reculs énormes. C'est un marqueur. C'est le principal marqueur, il semble même, d'ailleurs, que ce soit le principal marqueur. Pour preuve, la Suède, on y est passé fin août. 2 semaines après, il y avait des élections, et c'est une coalition de droite et d'extrême droite qui est arrivée au pouvoir en Suède. Donc, bon. Et quelle est la première décision qu'ils prennent dans la première semaine? C'est interrompre la diplomatie féministe. Ils ont enlevé ça dès la première semaine. C'était un marqueur. C'est vraiment un marqueur. Mais si ça restait qu'un petit marqueur comme ça, mais c'est plus profond. En réalité, quand les gouvernements tombent et arrivent comme ça, parce que la montée de l'extrême droite, on la voit un peu partout, je cite la Suède et l'Italie, et tous les régimes, donc il dit illibéraux, comme la Pologne, la Hongrie, Orban, 4e mandat, il faudra peut-être un 5e mandat. Il y a un désintérêt, entre guillemets, ou une abstention forte, mais quand même, il se maintient au pouvoir, il est au pouvoir, et les droits, ils descendent de plus en plus, quoi, pour les femmes. J'ai du mal moi-même à y croire, mais il y avait des grèves d'enseignants en Hongrie. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, les grèves d'enseignants en Hongrie. Des enseignants qui ont voulu aller manifester, qu'on a menacé de les licencier tout de suite, etc. Et les lycéens sont venus manifester avec leurs professeurs, et ça a été un grand mouvement. Et maintenant, les enseignants, tous les enseignants, il n'y a plus de ministère de l'Éducation, ils dépendent tous dorénavant du ministère de l'Intérieur. Mais moi-même, en fait, je relis régulièrement l'article du courrier, je ne sais plus, c'est le courrier des Balkans. Oui, non, c'est le... En français. Oui. Courrier des Balkans. Oui, il y en a un autre. Bref. Et ben, allez lire ça, c'est quand même fou, c'est complètement fou. Et donc, les droits des femmes, c'est la variable d'ajustement, quand dans les pays où on hésite encore, mais quand il y a un régime qui arrive avec de l'extrême droite, c'est sûr que symboliquement, on va toucher à ça. La Hongrie, voilà, ils veulent plus qu'il y ait il y a beaucoup de femmes profs, alors ils veulent plus qu'elles soient profs, ils veulent qu'elles restent chez elles et qu'elles fassent des enfants. Donc ils sont en train de mettre en œuvre toutes les politiques pour qu'elles arrêtent de travailler. Et tout ça se passe, alors évidemment, quand ils font des villages anti-LGBT ou des villes anti-idéologie LGBT, l'Union européenne essaye de trouver des sanctions. Essaye, parce qu'en réalité, ça ne fonctionne pas forcément. Donc il y a aussi la montée des extrémismes. Enfin, ça, il y a un lobby qui s'appelle Tradition, Famille et Propriété, TFP, qui est un lobby international porté par des millionnaires climato-sceptiques, homophobes, etc., et qui mène des campagnes qui sont à l'origine des manifs pour tous et autres, dont on va voir en Croatie par exemple. J'ai eu au téléphone un sociologue qui a écrit un programme sur l'éducation sexuelle pour la Croatie. Il a travaillé de 2013 à 2016. Quand il a tenté de le mettre en œuvre en 2016, la moitié de la population est descendue dans la rue pour manifester contre ça. Et derrière, il y avait le lobby tradition, famille, propriété. Et il dit, c'est très puissant, il dit, on a perdu une vraie bataille culturelle sur l'éducation sexuelle, parce que des tas de gens descendent dans la rue, exactement comme le feraient traditionnellement les forces progressistes, c'est-à-dire de contestation, qui descendent dans la rue pour revendiquer des droits. Ils font exactement la même chose, mais avec un discours complètement inverse. Et ça marche. Ils ont une puissance de tir sur Internet absolument incroyable, et les gens y vont. Et les gens, voilà. Et ce qu'on observe, nous, c'est qu'on a le plus grand mal à créer. Ça se fait, mais c'est petit à petit, pas avec les mêmes moyens. On essaye de créer un réseau féministe dans l'Union européenne, quand eux, ils l'ont déjà, le réseau. C'est-à-dire que la structuration européenne de tradition, famille, propriété, il est déjà en plein exercice. Il fonctionne à plein. La manif pour tous, c'est une réplique de ce qu'il y a en Croatie, c'est une réplique de ce qu'il y a en Pologne,
Partout. Ils sont parfaitement organisés. Et puis après, ils ont les mêmes... il y a une histoire, j'ai mis, de bataille de mots et une bataille idéologique, dont la représentation, je vous ai dit, la Convention d'Istanbul, elle est hyper intéressante parce que, par exemple, elle donne une source d'inspiration législative, comme par exemple la notion de consentement. Il faut une définition positive du consentement, c'est-à-dire la loi espagnole, qui est aussi la même que la loi suédoise, seul un oui est un oui. C'est-à-dire qu'il faut affirmer son consentement, et si la personne ne peut pas prouver qu'il y avait un consentement positif, s'il n'y a pas eu de consentement positif, il y a eu un viol. Et donc, la Convention d'Istanbul donne un certain nombre de marqueurs comme ça, législatifs ou de moyens techniques, où elle donne des sources d'inspiration. Et le problème, ce qui pose problème par exemple à certains pays comme la Roumanie, c'est la question du genre. C'est-à-dire que dans la Convention d'Istanbul, il est défini dans un des articles, il est dit qu'il faut faire de l'éducation au genre. Mais les réactionnaires, les pays réactionnaires et illibéraux notamment, mais pas, enfin la plupart, ne veulent pas entendre parler de la notion de genre. Parce que pour eux, c'est de l'idéologie, c'est l'idéologie LGBT. Ce qui est intéressant à ce propos-là en Roumanie, on a rencontré une femme qui dirige les gender studies de l'université roumaine, c'est-à-dire les études de genre. Et au début, quand elle a créé ça il y a 15 ans, son département études de genre, elle l'a appelé études de genre, parce qu'on lui interdisait à l'époque de dire égalité entre les femmes et les hommes. Et aujourd'hui, elle a débaptisé Gender Studies pour appeler ça égalité entre les femmes et les hommes. Parce qu'il ne faut pas sortir de femmes-hommes. Il ne faut pas penser qu'il y aurait du transgenre ou un autre genre. Et c'est vraiment ça, c'est l'hypocrisie la plus totale. C'est comment, en fonction des aléas politiques, vous allez devoir essayer de lutter avec d'autres moyens et de plus ouverts. Voilà. Donc en Slovénie, régime politique qui change, plutôt très ouvert, et ils viennent de voter par exemple le mariage pour tous. Aujourd'hui, c'était les 6 mois après le passage dans la loi de ça, c'est donc conforté. Donc il y a des avancées comme ça, mais le problème c'est que des pays où il y a des avancées, il y a l'Irlande aussi sur l'IVG qui a réussi à avancer, mais il y a beaucoup majoritairement de recul. Et en matière d'égalité professionnelle? Alors en matière d'égalité professionnelle, alors c'était un peu l'étape suivante, c'est bien fait. Très bien. Donc les inégalités femmes-hommes, alors là c'est le chapitre que je vais vous proposer de faire ce soir avec moi, parce que je n'ai pas eu le temps de finir de travailler. Je travaille avec une jeune militante. Alors là c'est plutôt sympathique parce qu'elle est en train de faire une thèse en droit social, donc c'est intéressant d'avoir une recrue comme ça, mais je reste quand même un peu seule, donc qui veut bien. J'ai pris toutes les données, les statistiques qu'on trouve. Il y a un institut européen des droits des un institut européen. Alors il y a Eurostat qui est un département femmes, et puis il y a Vilnius. Ils ont créé l'institut EIGE, E-I-G-E. C'est l'institut des statistiques. En fait, ils font des statistiques sur les droits des femmes. Et hélas, ils ne font pas le truc qui manque, à savoir un comparatif des lois. D'ailleurs, le travail que nous faisons, nous aimerions le voir quelque part dans une institution. En réalité, il n'existe pas. Alors, pour répondre à la question de M. Renaud, donc je prends les statistiques que je peux trouver et je me dis, ok, très bien, gender pay gap, c'est les inégalités, la différence entre les genres des salaires. Et je vois que tout en tête, le plus petit écart de salaire, c'est le Luxembourg, avec 0,7% simplement d'écart entre les salaires. Waouh, bravo le Luxembourg. Et puis la Roumanie en second, dis donc, 2,4% de différence, magnifique. Puis la Slovénie, 3,1%, l'Italie, 4,2%, la Pologne, 4,5%, ben, bravo les gars. Hein. Autant sur l'avortement, ça c'est pas terrible, mais alors ça a l'air vachement bien. Et donc là, je me dis, il y a quelque chose. C'est bizarre. Surtout que là, j'ai pas non plus les revenus moyens par pays, parce qu'il y a des pays qui sont considérablement plus pauvres que le Luxembourg.
La Roumanie, par exemple, qui est plutôt tout à la fin, on se dit, oh, ok. Et donc là, il faut prendre le Gender Employment Gap. J'ai fait de l'anglais depuis. C'est l'inégalité femmes-hommes dans le taux d'emploi. Et là, ça commence à devenir intéressant parce que le fameux Luxembourg, avec son taux de différence, est à 7,9 points de différence d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a 7,9 points de femmes en moins qui travaillent par rapport aux hommes. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ne vont pas travailler. Donc il faut que je tienne compte de ça, parce que la Roumanie, très très bon chiffre, la Roumanie, c'est 17,1 de pourcentage en points de différence. Ça veut dire qu'il y a 17% de femmes qui travaillent en moins que les hommes, quoi. Moins que les hommes. Donc il faut déjà commencer à recouper ces deux choses-là pour essayer de se dire, mais il faut que je trouve un faible taux d'écart de rémunération dans un pays où il y a un taux d'emploi à peu près équivalent. Par ailleurs, j'ai trouvé un autre, il n'y a pas le schéma aussi parlant que celui-ci, donc c'est un petit peu plus compliqué, mais un taux qui mesure à la fois le taux horaire du travail, le taux horaire, le prix, enfin la paye, enfin le taux horaire calculé, mais dans le cas du temps partiel, enfin ils effacent la différence entre le temps partiel et le temps plein. Parce que si on regarde le temps partiel qui est essentiellement féminin et imposé, ça pourrait, voilà, et ça fausse les données. Et bref, il y a d'autres statistiques pour essayer de voir ça, simplement les résultats. Donc là, je n'ai pas encore les lois, mais je peux aller voir, et quand je recoupe ça, je trouve qu'il y a notamment la Lituanie, qui est intéressante parce qu'il y a en Lituanie un faible taux d'écart, je crois même, oui c'est le plus bas, il n'y a que 1% de différence, avec un gap dans les salaires qui est de 11%, je crois, je me souviens, 13%. Donc voilà, donc, en fait en tâtonnant, on va trouver des trucs comme ça. Mais personne n'a fait ce travail-là apparemment, en tout cas on ne l'a pas encore trouvé. Personne actuellement dans les institutions européennes ne réfléchit à quelles sont les lois qui fonctionnent le mieux pour que les femmes puissent travailler et qu'à travail égal, salaire égal, et que ça se passe bien pour tout le monde. Alors on lit une source documentaire intéressante est l'OCDE, et là ça pose une autre question. On a l'OCDE fait ses statistiques, ses tableaux, etc., et dit on gagnerait 1 point de PIB si les femmes étaient payées comme les hommes. C'est-à-dire qu'on créerait encore plus de richesses. Alors là, se pose une nouvelle question, c'est que, ok, nous on définit le meilleur de l'Europe pour les femmes, mais dans un monde où tout est mesuré en PIB, où est-ce qu'on essaye de déconstruire ce modèle-là et qu'on interroge autrement l'autre modèle de société qu'on pourrait imaginer. Et parce que là, du coup, Gisèle a pensé ça en 79, en femme qui est encore dans les 30 glorieuses, etc. Dans un monde dans lequel le rapport Mido n'a pas encore complètement imprégné les esprits, où la conscience écologique n'est pas encore ce qu'elle est, et où on pense croissance. Donc ça c'est le deuxième moment de grande solitude, mais je vois qu'elle est partagée, donc je me suis rassurée. Oui. On va peut-être pas pousser trop loin. Sur les pensions. Allez-y sur les pensions, puis après on fera la petite non, pause. Mais j'ai pas grand chose à dire, vous le savez. Le taux moyen de différence de pension entre les hommes et les femmes, j'ai trouvé ce petit schéma-là avant de venir. Le taux en France, il est de 40%, je pense, l'écart de pension entre femmes et hommes. La moyenne. De retraite. Oui. La moyenne européenne est de 29%. Donc la France, c'est un petit peu au-dessus. 29% en 2019. Donc les inégalités salariales, elles sont beaucoup plus... elles se retrouvent, mais de façon beaucoup plus forte dans les pensions. Et là, on voit les différences. En bleu, vous avez le gender pay gap. Et en rouge, le gender pension gap. C'est-à-dire les écarts de retraite par pays. Donc par exemple, en Roumanie, ils mettaient différence salariale de 4%, ça c'est en 2017, mais à la retraite c'est 25% l'écart de rémunération. Au Luxembourg 5, mais 43. C'est-à-dire que tout à coup, quand elles basculent dans la retraite, les femmes basculent dans une chute de revenus incroyable. Parce qu'on connaît en France carrière hachée. Exactement, pour les mêmes raisons. Oui.
éventuellement pas de reversion, comme ce qui est proposé là actuellement, quand on enlève pour les femmes divorcées la partie de pension de reversion, donc, etc. Je m'étais arrêtée là dans mes travaux sur le travail. Voilà. Alors, on vous propose une brève pause, 10 minutes, pour prendre un verre. Vous pouvez revenir vous asseoir avec votre verre, et puis ensuite, place aux questions, à toutes les questions que vous voudrez poser à la présidente de Choisir la cause des femmes. Je fais juste un petit moment d'attention. J'ai apporté, vous avez le dernier numéro de Place Publique avec le dossier sur quand les services publics se dégradent, avec dedans il y a un long entretien avec une politiste qui explique toute la valeur qu'ont les services publics. Et autre point intéressant, combien aussi à l'échelle des villes, des municipalités, on a su un temps, c'était au début du XXe, le municipalisme, le mouvement municipaliste, on a su inventer des services publics dans les communes, souvenons-nous que la cantine, etc., les crèches, ça a été inventé dans les communes. Donc ce numéro, et puis il y a un autre numéro, alors c'est la couverture, c'est l'Afrique et nous. Dans ce numéro, vous avez le long témoignage de Violaine Lucas sur sa rencontre avec Gisèle Halimi. Et vous avez même une photo avec Gisèle Halimi dans sa maison, dans le sud de la France, ouais, dans la Drôme. Voilà. À tout de suite.